Dans cette vidéo, je vais exploser une fausse croyance selon laquelle le prix est la chose la plus importante qu'il faut négocier en immobilier. Bienvenue dans cette vidéo, ici c'est la MDB Academy, nous sommes organisme de formation spécialisé dans les activités de marchand de biens immobiliers. Nous aidons les marchands de biens en création et en développement d'activités. Si vous souhaitez lancer une activité de marchand de biens ou développer une activité de marchand de biens existante, eh bien je vous invite à aller suivre une de nos formations. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est que dans l'IMO et notamment dans les opérations de marchand de biens, le prix est souvent bien loin d'être la chose la plus importante, en tout cas la première chose qu'il faut négocier lorsqu'on se lance dans une opération. On est parti. Dans cette vidéo, on parle bien de ce qu'il faut négocier en amont de la vente, c'est-à-dire en amont de la signature de l'avant-contrat et toutes les conditions qui vont être figées dans celui-ci. Ok, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces informations maintenant, puisque tout ce que vous allez figer dans l'avant-contrat, eh bien, va rester jusqu'au bout de la vente et sera réitéré au moment de l'acquisition. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner beaucoup de valeur, donc je vous invite très sérieusement à la regarder jusqu'au bout, puisque j'espère que ça va vous faire un petit shift dans votre façon de penser et que ça va vous donner des billes pour pouvoir aller négocier les bonnes choses et pas juste vous focaliser sur le prix, parce que c'est souvent un petit peu l'erreur des débutants de ne se focaliser que sur le prix. Là, je voudrais vous inviter à une petite réflexion. Lorsqu'on démarre, c'est vrai que souvent, on se concentre sur de la rénovation. C'est vrai que moi, souvent, je vois les élèves de nos formations, ce qu'ils font, c'est que, bon, ils commencent un peu tranquilles, ils y vont pépère sur des opérations pas trop complexes, donc c'est-à-dire qu'ils font ce avec quoi ils sont familiers, c'est-à-dire plutôt des opérations de rénovation. Et c'est normal, puisque quand on se lance, on est en droit de se dire que effectivement c'est bien de commencer pas trop compliqué, pas trop gros, et de se lancer sur quelque chose avec quoi on est familier. Et je suis assez d'accord avec ça. Ceci dit, si vous voulez progresser, eh bien il va falloir monter en complexité d'opération le plus rapidement possible. Et en effet, plus on avance dans l'activité de marchand et en immobilier en général, et plus les projets se complexifient. C'est-à-dire que si au début on se dit bon bah, ok, je vais rénover un T2, rénover un studio ou réagencer un T3, T4 qui est mal foutu, et puis en faire quelque chose d'un peu plus sympa et un peu plus adapté aux besoins et au goût du jour, et ben à partir de la deuxième, troisième opération, moi je vais vous inviter à aller plutôt sur de la découpe d'immeubles, c'est-à-dire acheter de l'immeuble en bloc et de le revendre à la découpe, acheter des grandes maisons et les mettre en copropriété, c'est-à-dire les diviser en plusieurs appartements, aller faire de la division foncière, peut-être aller chercher de l'entrepôt, peut-être aller chercher du changement de destination, c'est-à-dire en prenant des granges, des habitations qui ont, enfin pas des habitations mais des bâtiments qui ont une certaine destination, comme de l'entrepôt, de l'agricole, et en changer la destination de l'habitation. Donc, tous ces projets-là, ok, vous allez voir que plus ils vont être complexes, plus ils vont nécessiter de réfléchir et de mettre en place des actions, enfin au niveau juridique, urbanisme, etc. Moins il y aura de monde et plus ce sera rentable. Ok, et c'est quand même bien logique, puisque en général, les gens vont aller plutôt chercher le chemin de la facilité et sur un petit aller-retour sur un T2 dans une ville moyenne, on va avoir une concurrence monstre parce que n'importe quel pimpin peut le faire. Par contre, aller s'amuser à faire un changement de destination d'un entrepôt, le transformer en habitation, faire plusieurs lofts dedans, ou alors aller faire une transformation d'une grosse maison de 300 mètres carrés en plusieurs appartements, ça commence à devenir un petit peu plus subtil. Ok, parce que la plupart du temps, eh bien, il va falloir que vous alliez obtenir un certain nombre d'autorisations. De quelles autorisations vous allez avoir besoin? Eh bien, il va y avoir des sujets de droit public et des sujets de droit privé. Dans le droit public, il va y avoir les sujets d'urbanisme. Ok, donc si vous voulez changer la destination d'un bâtiment, par exemple, vous allez avoir besoin d'autorisation d'urbanisme. Ok, la plupart du temps, un permis de construire pour faire un changement de destination avec modification des ouvertures. Si vous faites, je sais pas, de la division foncière, vous allez aussi devoir obtenir ou une déclaration préalable ou un permis d'aménager. Dès que vous allez aller sur des opérations qui nécessitent un petit peu de complexité, il va falloir obtenir des autorisations d'urbanisme. Mais il va y avoir aussi des autorisations de droit privé, puisque parfois vous allez faire des opérations dans une copropriété. Je ne sais pas si vous voulez créer des ouvertures, vous êtes en copropriété, vous voulez créer des ouvertures dans des murs porteurs, faire des modifications, mettre un Velux en toiture parce que vous avez acheté des greniers, et bien il va falloir obtenir l'autorisation de la copropriété. Parfois l'autorisation du syndic du lotissement, ça c'est possible aussi, que vous fassiez une opération en lotissement, c'est plus rare mais ça arrive quand même. Et également, il va falloir parfois mettre en place des servitudes, ok, donc ou faire sauter des servitudes ou mettre en place des servitudes, et ça ce sont des documents de droit privé. Donc dans tous les cas, que ce soit du droit privé ou du droit public avec l'urbanisme, eh bien il va falloir obtenir un certain nombre d'autorisations qui vont conditionner en aval la faisabilité et la bonne réussite de votre opération. Et là, c'est relativement simple, si vous n'avez pas l'autorisation, il n'y a pas d'opération. Si vous voulez faire un changement de destination, si le but de votre opération, c'est de faire un changement de destination pour un entrepôt et que la mairie ne vous y autorise pas, c'est mort. Alors après, peut-être que vous pouvez faire de la revente d'entrepôt à la découpe, je sais pas, mais en tout cas, votre premier scénario, il est mort. Si vous vouliez faire une division foncière et que la mairie vous retoque, c'est mort. Vous ne pourrez pas faire votre opération. Vraiment, là, c'est le coup près. L'autorisation, il faut absolument l'obtenir
pour pouvoir mener à bien votre opération. Et là, il faut impérativement vous protéger parce que si jamais ça tombe à l'eau, vous êtes cuit. Vous êtes cuit parce que vous vous êtes engagé et si vous n'avez pas mis les conditions qui vont bien pour vous protéger un maximum, et bien là vous êtes foutu puisque vous n'êtes pas protégé. Et là j'insiste puisque vous savez dans cette chaîne moi je fais beaucoup la promotion de l'immobilier, de l'activité de marchand et une des choses que je ne voudrais absolument pas ce serait que quelqu'un un jour me dise putain Yoni j'ai suivi tes vidéos, tu fais chier parce que je me suis lancé et je me suis planté. Pour moi ce serait terrible. Donc j'apprends toujours à mes élèves, aux personnes qui suivent nos formations, tout d'abord à acquérir les moyens de se protéger avant d'acquérir les moyens de faire fructifier son argent ou d'aller gagner plein d'argent. Donc avant d'aller gagner de l'argent, d'entreprendre et tout, on va apprendre à se protéger et c'est vraiment ce qu'on fait dans cette vidéo. Il faut donc, si vous voulez vous protéger un maximum, négocier les conditions suspensives de la vente. Alors si vous regardez cette chaîne, vous êtes certainement aguerri, vous savez ce que sont des conditions suspensives. Certains peut-être ne le savent pas, donc je fais juste une petite reprise pour ceux qui l'ignorent. Les conditions suspensives sont des conditions que vous allez insérer dans l'avant-contrat, c'est-à-dire la promesse de vente ou le compromis, qui conditionne la réitération de la vente. C'est-à-dire que si elle ne se réalise pas, eh bien, vous êtes désengagé de la transaction, vous n'êtes plus tenu d'acheter. Et dans les conditions suspensives, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dès lors que l'acquéreur et le vendeur sont d'accord. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, sauf, et c'est peut-être là où vous allez apprendre des choses, même si vous savez ce que sont des conditions suspensives, il ne faut pas que la condition soit potestative. Une condition potestative, c'est une condition qui ne se réalise qu'avec le bon vouloir de la personne qui la signe. Par exemple, moi je pourrais mettre en condition potestative, je sais pas, eh bien je deviendrai propriétaire du bien, je serai tenu d'acheter à partir du moment où, je sais pas, j'arrêterai de porter des chemises à carreaux. Ok, donc ça, ce serait une condition potestative puisqu'elle ne dépend que de ma bonne volonté. Mais à part les conditions potestatives, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez en conditions suspensives dès lors que le vendeur est d'accord. Et donc, il faut négocier au mieux les conditions suspensives de la vente puisque c'est ce qui va vous permettre de vous sécuriser un maximum. Et je parlais des autorisations, alors des autorisations de droit public mais aussi de droit privé. Si votre opération dépend à 100% de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ou de la création d'une servitude ou de l'autorisation de la copro, vous devez impérativement le mettre en condition suspensive. Et là, vraiment, j'insiste. Et je le répète à tous mes élèves, je vais vous le répéter à vous aussi, que vous soyez élève ou pas élève, je vous interdis formellement de vous lancer dans une opération immobilière, une opération de marchand, qui dépend d'une autorisation d'urbanisme, dont la bonne réalisation dépend d'une autorisation d'urbanisme, sans le mettre en condition suspensive. Okay, parce qu'aujourd'hui, c'est trop risqué, les mairies font n'importe quoi, elles font un peu ce qu'elles veulent, et franchement, c'est complètement aléatoire. Il y a des abus de pouvoir, mais dans tous les sens, dans toutes les communes, partout en France. Donc vraiment, si vous voulez vous protéger un maximum, surtout ne prenez pas ce risque, ok? Ne faites pas n'importe quoi, mettez-le en condition suspensive. Et il en est de même pour les autorisations de droit privé. Ok, si vous avez besoin de l'autorisation de la copro pour faire une ouverture, et que voilà, vraiment, votre opération, elle dépend de ça. Si vous avez besoin de constituer une servitude pour faire passer une canalisation chez le voisin ou un truc de ce genre-là, eh bien, vous pouvez et vous devez le mettre en condition suspensive de la vente. Donc la première chose que vous devez négocier, ce sont les conditions suspensives de la vente et notamment le sujet des autorisations. Autorisation de droit public et autorisation de droit privé. Non, la deuxième chose que vous devez impérativement négocier, c'est l'accès au bien. Okay, l'accès au bien pendant la période du compromis, entre guillemets, enfin compromis ou promesse de vente, peu importe. Pourquoi? Parce que pendant la période qui se passe entre le moment où vous signez l'avant-contrat et le moment où vous réitérez, c'est-à-dire le moment où vous devenez propriétaire, eh bien, il va se passer un bon bout de temps. On n'est pas en général dans les opérations de marchand de biens sur une acquisition classique à 2-3 mois. Loin de là, on est plutôt sur du 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois parfois. Donc ça va être très long. Et il faut absolument que pendant cette période, vous puissiez accéder au bien. Et ce, à plusieurs titres. Déjà, parce que la première visite, elle vous suffira pas, hein, vous serez fait votre première impression, mais ce sera pas du tout suffisant. Il faudra que vous y retourniez pour prendre des mesures, pour regarder, vous rendre compte, etc. Donc il faudra y retourner, ne serait-ce que pour vous. Vous allez avoir besoin d'y faire passer souvent votre géomètre pour prendre des relevés, hein, faire des relevés un peu précis, parce que nous, les relevés qu'on fait au télémètre, bon bah, ils sont pas archi précis. Donc faire passer votre géomètre pour qu'il vous fasse des plans. Ensuite, vous allez avoir besoin de passer avec vos artisans pour qu'ils puissent vous faire des devis. Vous allez, à un moment donné, peut-être faire de la précom, et donc il va falloir aller sur place, aller sur le bien avec des acquéreurs potentiels pour pouvoir leur montrer le bien. Et en fait, toutes ces choses-là vont vous faire économiser énormément de temps et énormément d'argent. Donc, il faut absolument que vous puissiez avoir l'accès au bien, puisque l'accès au bien vous fera gagner du temps, vous fera gagner de l'argent, et parfois, bien l'économie que vous pensiez faire en allant gratter sur le prix de vente, vous pouvez la faire en allant négocier des conditions qui, au final, sont assez indolores pour le propriétaire, puisque la plupart des gens, à moins qu'ils occupent encore le bien,
eh ben, ils s'en foutent pas mal, que vous alliez faire des visites, que vous alliez avec des artisans, que vous alliez avec des géomètres, etc. Donc c'est pas très grave, ça c'est des choses qu'on peut négocier assez facilement, mais par contre qui à nous, opérateurs immobiliers, nous font gagner énormément de temps et énormément d'argent. La troisième chose que vous devez impérativement négocier sur une acquisition immobilière, c'est le sujet des délais. Okay, parce que rien ne se passe jamais comme prévu dans une opération immobilière. Et d'ailleurs, ça, c'est une parenthèse. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière. Mais dites-vous que rien ne se passe jamais comme prévu dans une opération immobilière. Il faut que vous le preniez comme une donnée. En fait, ne vous dites pas, bon, j'espère que ça va bien se passer, et que les artisans, et que les acquéreurs, et que machin, ou que mes locataires, ça va se passer comme ci, comme ça. Non, partez du principe que ça se passera mal, parce qu'il y a trop d'intervenants, ok, il y a plein d'intervenants. Tous ces intervenants, ce sont des humains, et donc le facteur erreur, il est très important. Donc, il va y avoir des merdes, ça va mal se passer, il va y avoir des grains de sable dans l'engrenage, et il va y avoir des problèmes à résoudre. Donc, vous allez avoir des rebondissements, vous allez avoir des problèmes avec l'urbanisme, vous allez avoir des problèmes avec vos artisans, vous allez avoir des problèmes avec vos acquéreurs, vous allez avoir des problèmes avec les banques sur le sujet du financement. Bref, ça va être compliqué. Ok, si vous êtes en train de vous dire « Ah, mais c'est compliqué, moi je pensais que c'était simple, etc. Donc laisse tomber, je vais pas le faire. » Il n'y a rien de simple, ok? Simple, c'est, je sais pas, aller bosser pour un CDI dans un endroit qui paye 1800 € net par mois. Ça, c'est simple, ok? Tout le monde peut le faire. Par contre, si vous regardez cette chaîne, je pense que c'est peut-être pas ce que vous souhaitez comme avenir. Donc si vous voulez un destin économique et professionnel qui soit meilleur que la moyenne, eh ben, il faut un petit peu se bouger, il faut prendre des risques, il faut bosser, ok? Et accepter de faire des choses qui soient un petit peu chiantes parfois. Donc comme vous avez pris en considération le fait que les choses risquent de mal se passer et que c'est pas très grave, ce que vous allez faire, c'est que vous allez négocier des bons délais dans vos compromis. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que les ventes soient les plus longues possibles entre le compromis et la réitération. Parce que ça va vous permettre déjà de réaliser toutes vos démarches tranquillement. Les démarches d'urbanistes, les démarches de copro, les recherches de financement, la recherche d'artisans, si vous devez démarcher les concessionnaires. Ok, donc tout ça, ça va vous donner énormément de temps en fait d'aller réaliser toutes ces démarches. Ensuite, si jamais il y a une merde qui arrive sur l'opération, et il y en a une qui arrivera à un moment donné, je vous le souhaite pas, mais c'est très probable, eh bien ça vous laissera le temps de vous retourner. Okay, ça vous laissera le temps d'aller chercher un plan B, et d'aller chercher un plan B tranquillement, et pas dans la catastrophe, et pas de vous retrouver dans la situation où vous devez aller gratter un avenant à la promesse, puisque en fait vous arrivez à terme de sa validité. Et ce qu'il faut réaliser à ce stade, ça c'est un truc qu'il faut aussi expliquer à vos vendeurs, c'est que en fait des délais qui sont longs peuvent toujours être anticipés. C'est-à-dire que vous allez leur expliquer que vous prévoyez au pire des cas. Parce que des délais qui sont longs, vous pouvez toujours les anticiper. Donc si vous avez prévu, je sais pas, une réitération à 9 mois, et ben vous allez, si vous obtenez votre autorisation au bout de 6 mois, vous pouvez très bien dire, bon, au bout de 6 mois, on signe. Par contre, l'inverse est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si vous avez prévu 6 mois et que vous vous retrouvez à avoir besoin de 9 mois pour la réitération, c'est mort, ok, c'est foutu. Enfin, c'est pas mort, mais ça veut dire que votre promesse, elle arrive à échéance, que vous êtes tenu d'acheter normalement. Si vos conditions sont pas réalisées, eh ben, il faut que vous alliez négocier la signature d'un avenant à la promesse. La signature d'un avenant à la promesse, pour en proroger la validité, c'est toujours une porte ouverte à une renégociation. Et même si c'est pas une porte ouverte à une renégociation parce que vos vendeurs sont cool, c'est une situation qui est pas agréable, ok, pour personne, ni pour les vendeurs, ni pour vous, ni pour les notaires et tout, donc c'est quand même une situation à essayer d'éviter le plus possible. Donc plus vous prévoirez des délais longs, et mieux ça sera. Alors j'espère que jusqu'à présent vous avez quand même appris des choses, même si vous êtes un investisseur et un marchand de biens aguerri, ben j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à payer votre like, et aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, puisqu'à partir de là, la saison 2024-2025, on va mettre de la grosse valeur dans les vidéos, donner énormément de contenu et pas mal de valeur ajoutée, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Alors oui, le prix il est important, puisque dans une grande mesure, c'est lui qui va déterminer la rentabilité de notre opération, c'est le prix d'achat qui va aussi nous donner une certaine latitude sur nos prix de revente, si jamais on a du mal à vendre. Donc oui, la négociation du prix, elle est importante. Pour autant, ce n'est absolument pas la chose sur laquelle il faut se focaliser à 100%. Et trop souvent, je vois que les débutants mettent le paquet sur de la négo et de leurs efforts sur le prix. Or, c'est une erreur. Puisque, en effet, si plus on achète bas, mieux c'est, il faut quand même vous dire que n'importe quel âne est capable d'aller acheter un truc bas et de le revendre plus haut. Ça nécessite pas de compétences, ça nécessite pas de connaissances particulières, ça nécessite pas du tout de professionnalisme. Et si vous voulez réussir en tant que marchand de biens, si vous voulez perdurer dans cette activité et vraiment générer des marges importantes, il faut créer de la valeur par votre intervention. Et créer de la valeur, ça passera par de la division, du réagencement, du changement de destination, de la solution de problèmes juridiques et autres. Et donc pour ça,
ça, vous allez avoir besoin que d'autres conditions que le prix soient réalisées. Comme on l'a évoqué ici, pas mal de conditions d'urbanisme, des conditions de droit privé, vous allez avoir besoin que pas mal de choses se réalisent pour pouvoir réussir et mener à bien vos opérations. Mais pour cela, il faut absolument que vous appreniez à vous sécuriser. Ok, vous devez sécuriser vos avoirs, vous devez sécuriser votre capital et vous ne devez pas prendre des risques inconsidérés. Ok, c'est pas la peine, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Maintenant, il faut que vous réalisiez que les vendeurs, ils vont souvent être plus ou moins ouverts à la discussion sur au moins un des points qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est-à-dire soit le prix, soit les conditions suspensives, notamment d'urbanisme, soit les délais, l'accès aux biens, ce genre de choses. Souvent, les vendeurs, bon, ils vont vous dire « Ouais, non, ça, on n'est pas prêt à négocier, etc. » Et donc, souvent, il y a le sujet du prix. Hein, on est tous pareils, on veut essayer de maximiser notre bénéfice financier, donc on a tous un peu de mal à lâcher sur le prix, et il en est de même pour les vendeurs. Par contre, sur d'autres conditions, il va y avoir des vendeurs qui seront ouverts à la négo. C'est-à-dire, eux, ils s'en foutent clairement que vous mettiez une condition d'urbanisme, ils s'en foutent que la réitération elle se fasse à 9 ou 12 mois, que ça les dérange pas. Et donc, si c'est le cas de figure, il faut que vous alliez mettre le paquet sur la chose sur laquelle eux sont prêts à lâcher. Okay, donc s'ils sont prêts à lâcher sur les délais, ils sont pas pressés, bim, vous allez mettre les délais les plus lents possibles. S'ils n'ont pas de problème avec les conditions d'urbanisme, bim, vous allez leur mettre une tartine de conditions. Okay, donc vous leur mettez un maximum de conditions suspensives, et c'est comme ça que vous allez vous protéger un max, okay, et éventuellement que vous allez pouvoir vous rapprocher le plus possible du prix que eux demandent de leur bien. Ceci étant dit, vous devez savoir en fait ce que votre vendeur veut, ce qu'il souhaite, et quelle est sa préférence prioritaire. Puisque si vous ne savez pas en fait ce qui lui importe vraiment, vous allez peut-être mettre le paquet de vos efforts au mauvais endroit. Ok, vous allez peut-être vous dire ouais, moi je vais lui proposer un max de prix ou je vais lui proposer les délais les plus courts possibles, alors que si ça se trouve il s'en fout complètement et que c'est pas ça qui lui importe le plus. Ok, donc vous devez impérativement savoir, et là-dessus je vais faire une vidéo supplémentaire, donc si elle est déjà sortie, on vous la mettra en description, et si elle n'est pas en description, c'est que tout simplement elle n'est pas encore sortie, donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de sa sortie. Mais je vous préparerai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai le secret pour pouvoir négocier le plus de choses possibles en immobilier. Ce qui est certain, c'est que vous devez vous intéresser le plus possible et le plus authentiquement possible à votre interlocuteur. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une visite et que vous allez avoir l'opportunité de discuter avec le vendeur ou de discuter avec l'agent immobilier au sujet des vendeurs, vous devrez essayer de récupérer un maximum d'informations sur le vendeur, sur ce qu'il importe, sur son histoire, sur ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et c'est comme ça que vous pourrez négocier au mieux les conditions que nous avons évoquées dans cette vidéo et qui vous permettront de réaliser des opérations véritablement professionnelles et vraiment rentables.